Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire survenue à Sacramento, en Californie, au mois de mai 2023. Il s'agit du mystérieux enlèvement d'Emily Thompson, une fillette de 5 ans surnommée par ses parents leur petite princesse. L'affaire a secoué tout un quartier paisible qui ne pensait jamais se retrouver confronté à la disparition brutale d'une enfant si chère à la communauté. S'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail et être informé de toutes mes prochaines enquêtes criminelles. Lorsque le soleil de ce printemps californien se couchait sur les rues arborées de Sacramento, la plupart des habitants profitaient des derniers rayons pour faire un jogging, jouer dehors avec les enfants ou arroser leur pelouse. Les journées étaient déjà très chaudes, et l'air du soir restait tiède, invitant famille et voisins à converser devant leurs portes. Dans ce décor serein, personne n'aurait pu imaginer que la peur rôdait et qu'un drame se préparait. Pourtant, c'est au cours d'un début de soirée anodin que Sarah Thompson, la mère d'Emily, découvrit l'insupportable. Sa fille n'était plus à la maison. Une disparition sans signe d'effraction, sans preuve manifeste d'une lutte. Le calme de la rue masquait trop bien les non-dits et les secrets qui couvaient derrière les façades impeccables. Emily Thompson, âgée de 5 ans, était considérée par beaucoup comme une enfant exemplaire. Ses grands yeux bruns brillaient d'enthousiasme et son visage constellé de petites taches de rousseur s'illuminait toujours d'un sourire bienveillant. À la maternelle, les enseignantes la décrivaient comme sociable et pleine de vie. Elle faisait preuve d'une curiosité naturelle pour tout ce qui l'entourait. Elle vivait dans une maison discrète de style californien, dotée d'un garage attenant dans lequel son père, Matthew Thompson, exerçait son métier de mécanicien. Le couple formé par Sarah et Matthew suscitait généralement l'admiration. 2 personnes, paraissant dévouées l'une à l'autre et à leur fille, œuvrant de concert pour maintenir une vie de famille stable. Pourtant, sous cette apparence harmonieuse, des tensions se profilaient depuis plusieurs mois. Sarah Thompson, âgée de 34 ans, travaillait dans l'administration d'une grande entreprise informatique de la région. Ces dernières semaines, les heures supplémentaires s'étaient accumulées, la laissant souvent épuisée et nerveuse. On racontait que Sarah rencontrait des difficultés à concilier sa vie professionnelle chargée avec l'éducation d'Emily, et plus d'un proche avait remarqué son regard las. La fatigue s'insinuait dans les moindres recoins de sa vie quotidienne, et ses sourires se faisaient rares. Son mari, Matthew, âgé de 37 ans, paraissait plus détendu, mais lui aussi avait ses propres soucis. Grand et musclé, arborant un tatouage distinctif sur l'avant-bras gauche, il avait choisi la mécanique automobile par passion et complétait ses fins de mois en réparant des voitures pour des connaissances. Le soir, il s'attardait parfois tard dans son garage, prétextant un surplus de travail. Ses absences récurrentes nourrissaient de vagues disputes entre lui et Sarah, qui se sentait de plus en plus seule dans la gestion des tâches familiales. Malgré tout, et au moins en apparence, Matthew veillait sur Emily avec la tendresse d'un père dévoué. Au sein de la famille Thompson, la présence de Kayla Wilson, âgée de 29 ans, était devenue notable. Grande et sportive, cette amie proche de Sarah se présentait souvent à la maison pour apporter son soutien, en particulier lorsque Sarah traversait des périodes de stress intenses. Les voisins voyaient fréquemment Kayla débarquer avec un sac de provisions, proposer un après-midi de détente ou emmener Emily faire une balade. Pourtant, de vagues murmures couraient. Certains la voyaient de plus en plus proche de Matthew. D'autres se souvenaient vaguement que Kayla avait traversé un passé difficile, entaché de dettes et d'histoires louches. Rien de certain, bien sûr, et Sarah n'avait jamais évoqué ouvertement ce sujet. Elle paraissait au contraire très reconnaissante que Kayla se rende disponible pour Emily. Aux yeux de la petite, Kayla était comme une tante chaleureuse qui préparait des gâteaux et racontait de drôles d'histoires. Le soir où tout bascula
fut un de ces soirs ordinaires dont on ne retient habituellement rien. Sarah revint de l'entreprise tard, vers 18h30, plus fatiguée que d'habitude. Elle chercha Emily, s'attendant à la trouver devant la télévision, blottie dans une couverture, un dessin animé favori sur l'écran. Pourtant, le salon était désert. Sarah interrogea Matthew, qui était penché sur son téléphone au bout du canapé, apparemment indifférent. Il expliqua qu'il avait laissé Emily regarder des dessins animés, qu'il s'était absenté une demi-heure dans le garage pour préparer un devis pour un client, et en revenant, il avait cru que Sarah était déjà à la maison. La confusion s'installa aussitôt. Comment Emily aurait-elle pu s'éclipser sans bruit et sans avertir personne? Sarah fouilla chaque recoin du logement, puis l'arrière-cour, l'allée bordée de vieux rosiers. Rien. Dans la crainte, elle appela des voisins, un par un, tandis que Matthew tournait en rond dans la maison. Personne n'avait aperçu la petite. Au fur et à mesure que les minutes défilaient, la peur grandissait. Sarah prévenait déjà la police, incapable de contenir ses sanglots, tandis que Matthew s'acharnait à vérifier toutes les pièces, comme si Emily avait pu y revenir par magie. La police arriva en une quinzaine de minutes. 2 agents prirent la déposition de Sarah, puis la rassurèrent en expliquant que parfois, un enfant partait jouer dans le jardin du voisin, ou se perdait en chemin après avoir voulu rendre visite à un camarade. Les patrouilles commencèrent à sillonner les rues adjacentes. On interrogea le vieux monsieur, qui promène d'ordinaire son chien sur le trottoir tous les soirs. On frappa aux portes où habitent des familles nombreuses. Personne n'avait vu passer la fillette, ni remarqué la moindre agitation. Un semblant de panique collective se mit en place quand, vers 20h, une dizaine d'habitants parcouraient tous déjà les trottoirs en appelant à tue-tête le nom d'Emily. Les agents de police, à la lueur des lampadaires, inspectaient les alentours du petit parc voisin, une lampe torche à la main. Hélas, pas une trace de la fillette, aucun cri, rien. Très vite, un inspecteur principal, accompagné d'un collègue spécialisé dans les affaires sensibles, fut dépêché sur place. Cet inspecteur principal, un homme d'une quarantaine d'années, robuste et silencieux, s'attacha d'abord à recueillir un maximum d'informations auprès de Sarah et Matthew. D'emblée, quelque chose l'intrigua. Il n'y avait aucune preuve d'effraction, pas de fenêtre brisée, pas de porte forcée et aucune trace de lutte dans le salon. Emily était partie comme si quelqu'un l'avait invitée à monter en voiture ou à sortir quelques instants, sans qu'elle se doute d'un possible danger. L'inspecteur comprit vite que le cercle familial était la première piste à explorer, comme c'est fréquemment le cas dans les disparitions d'enfants. Les premiers soupçons, bien qu'encore très flous, se tournèrent vers ceux qui approchaient l'enfant au quotidien. Dans le cadre de cette enquête, un autre enquêteur, spécialisé en analyse forensique, se rendit sur place dans la foulée. Il procéda à une inspection méticuleuse, prise d'empreintes, observation du sol et des moindres poussières, vérification des caméras de surveillance potentielles dans le voisinage. Hélas, il fut constaté que la plupart des maisons de cette rue tranquille ne possédaient pas de système de vidéosurveillance, mis à part une vieille caméra se trouvant près du portail d'un voisin, qui ne couvrait guère plus que sa boîte aux lettres. Au début, aucun indice probant ne ressortit. C'était comme si Emily s'était volatilisée. Une cellule de crise fut rapidement mise en place au commissariat. Les détectives, l'inspecteur principal, quelques officiers de police judiciaire et un analyste des renseignements locaux s'attelèrent à recouper toutes les données. Il existait des points de tension connus. Sarah mentionna les difficultés financières que le foyer rencontrait depuis plusieurs mois, en partie à cause de son père malade vivant dans un autre état, qu'elle essayait de soutenir. Matthew confessa que leur vie de couple n'était plus aussi harmonieuse qu'autrefois, sans toutefois entrer dans les détails. Malgré tout, chacun paraissait sincèrement effondré par la disparition d'Emily. Sarah, le regard hagard, ne trouvait plus le sommeil. Matthew, d'abord paniqué,
se mura dans un mutisme étrange, comme accablée d'un lourd sentiment de culpabilité ou d'autre chose. La suite des événements se précisa lorsque les enquêteurs commencèrent à relever les relevés téléphoniques de Sarah et Matthew. Sur le téléphone de Sarah, une suite d'appels manqués d'un numéro inconnu avait commencé à apparaître quelques jours avant l'enlèvement d'Emily. Les enquêteurs contactèrent l'opérateur, qui confirma que ce numéro ne correspondait à aucune ligne officielle, ce qui compliqua l'identification. Étaient-ce de simples appels malveillants? Des appels de démarchage? Rien n'était moins sûr. L'inspecteur principal, habitué à creuser dans les retranchements des enquêtes, demanda à un agent spécialisé dans la cybercriminalité de suivre cette piste. L'hypothèse d'un réseau illégal ou d'une menace directe se posait, bien que rien ne fût avéré. Au bout de 48 heures de recherches intensives, l'ambiance se fit plus tendue. Chaque minute écoulée rendait la situation plus angoissante. L'ensemble du voisinage de Sacramento collabora. On voyait sur des panneaux, aux arrêts de bus, l'avis de recherche d'Emily. Un visage de petite fille souriante, la mention de son âge et un numéro à appeler pour tout renseignement. Des bénévoles, membres d'associations, participaient aux battues dans les environs, scrutant la moindre parcelle de terrain, la lisière de la rivière et les voies peu fréquentées. Les habitants de la rue, d'ordinaire si paisibles, se rassemblaient dans la salle communautaire de la paroisse locale, prêtant main forte pour organiser la distribution de tracts. L'espoir de retrouver Emily en vie motivait tout le monde. C'est alors qu'un jeune policier, affecté à l'équipe chargée d'examiner les relevés de caméras environnantes, dans les stations-service, supermarchés ou magasins d'angles, rapporta un indice étrange. Sur une vidéo capturée 2 jours avant la disparition, à la sortie d'un magasin de bricolage, on apercevait Kayla Wilson, la meilleure amie de Sarah, chargée dans le coffre de sa voiture un gros sac paraissant plutôt lourd. Cette scène en soi n'avait rien d'extraordinaire, mais elle intrigua les enquêteurs, étant donné la proximité de Kayla avec la famille Thompson et le timing rapproché. L'inspecteur principal demanda à interroger Kayla afin de mieux comprendre la nature de ce bagage. Mais Kayla, contactée par téléphone, assura que ce n'était qu'un achat ordinaire de matériel pour de petits travaux chez elle. La police ne découvrit pas immédiatement de quoi la confondre. Toutefois, les images vidéo montraient aussi Matthew apparaître brièvement à l'arrière-plan. Il discutait avec Kayla, l'air sérieux, avant de retourner rapidement à sa propre voiture. Les soupçons commencèrent alors à se cristalliser autour du couple formé par Matthew et Kayla. Était-ce une simple coïncidence? Les détectives vérifièrent s'il existait quelques liens financiers entre Kayla et Matthew. Ils découvrirent que Kayla avait déjà été poursuivie, quelques années auparavant, pour sa participation à un petit délit de fraude bancaire qui n'avait pas mené à une grosse condamnation, mais laissait planer un doute sur son honnêteté. Plus troublant encore, à force d'examiner les relevés téléphoniques, il apparut que Kayla et Matthew avaient échangé un nombre inhabituellement élevé de SMS tard dans la nuit, durant la semaine précédant l'enlèvement. Interrogée à nouveau, Kayla esquiva en parlant d'une simple amitié. Elle expliqua qu'elle aidait Matthew sur un projet de réparation et que tout cela n'avait rien de suspect. Les enquêteurs n'avaient eu rien pour la retenir, mais cette conversation décupla leur intérêt pour elle et pour Matthew. Était-ce une liaison cachée? Une affaire de dette? Peu de faits concrets permettaient d'affirmer un scénario clair, mais le malaise s'installait dans l'équipe d'enquête. Sarah Thompson, quant à elle, semblait dévastée. Elle ne comprenait pas pourquoi Kayla était soudain au centre de l'attention et se montrait même récalcitrante à l'idée que sa meilleure amie puisse être impliquée. Elle soutenait que Kayla ne ferait jamais de mal à Emily, qu'elle était toujours adorable avec la fillette. Malgré la pression constante, Sarah coopérait pleinement, rendant compte de chaque détail de leur vie, de leurs agendas respectifs, de l'aménagement du domicile.
Elle avait aussi demandé à d'autres proches de scruter leurs souvenirs récents pour la moindre anomalie. Or, un voisin raconta qu'il avait aperçu Kayla sortir de la maison des Thompson un après-midi, chargée d'un sac plastique volumineux, ce qui corroborait la vidéo de surveillance au magasin de bricolage. Pourtant, Sarah, quand on lui demandait des explications, ne se souvenait pas que Kayla eût pris quoi que ce soit. Les jours passèrent et on n'avait toujours aucune nouvelle d'Emily. Aucune rançon ne fut réclamée, aucun message anonyme ne parvint à la police. L'inquiétude grandissait et l'inspecteur principal insista pour creuser le passé de Matthew. Des témoignages de certains clients de son garage vinrent compliquer l'affaire. Quelques-uns admettaient qu'il proposait des réparations non déclarées, faisant craindre un éventuel détournement d'argent. Rien qui ne prouvât un lien direct avec la disparition, mais l'ensemble de ces éléments laissait penser que Matthew n'était pas un père aussi irréprochable qu'il le prétendait. L'enquête mit également en évidence des échanges de SMS suggestifs entre Kayla et lui, évoquant parfois des phrases comme « faisons ce qu'on avait prévu » ou « on en reparle quand ce sera plus calme ». Les enquêteurs saisirent la gravité de ces indices et orientèrent leurs recherches sur la piste d'une manipulation commune. Quel serait leur mobile? Probablement l'argent. Mais où se trouvait Emily? Kayla ne cessa de nier toute implication, affirmant qu'elle était injustement soupçonnée. Puis, brusquement, elle disparut à son tour, un matin, sans prévenir personne. Lorsqu'on réalisa que Kayla avait quitté son logement, ce fut un véritable séisme dans l'enquête. Plusieurs agents de police se rendirent immédiatement sur les lieux. Son petit appartement, situé non loin du centre-ville, était inoccupé, impeccablement rangé. Personne ne savait où elle était partie, ni même comment. Une seule chose retint l'attention des enquêteurs. Un post-it laissé sur la table, où l'on pouvait lire au stylo bleu « Pardonne-moi, je n'avais pas d'autre choix ». L'écriture, clairement celle de Kayla, jetait un trouble profond sur ses intentions. Parlait-elle à Sarah, à Matthew ou à quelqu'un d'autre? Cette brève note laissait supposer une culpabilité ou un regret, mais n'était en aucun cas une confession. Face à ce départ précipité, la police se mit à fouiller tout ce qu'elle put trouver dans l'appartement, s'emparant d'un ordinateur portable et de divers documents. On découvrit d'autres éléments confirmant qu'elle avait de gros problèmes d'argent, notamment des reçus de prêts privés à des taux exorbitants, quelques mises en demeure et autres lettres d'ultimatum. La situation devenait plus pressante que jamais. Sarah, déjà au comble de l'angoisse, exigeait des réponses. En parallèle, Matthew se montrait étonnamment fuyant, évitant tout contact avec ses collègues et refusant de répondre à la majorité des questions. Il prétendait ne pas comprendre pourquoi Kayla s'était éclipsée. L'inspecteur principal le convoqua une troisième fois au commissariat, bien décidé à lui faire admettre sa complicité dans l'affaire. Matthew, sous la pression, lâcha quelques bribes d'informations. Il expliqua qu'il était en effet très proche de Kayla, qu'ils avaient eu une aventure, mais qu'il n'aurait jamais toléré qu'on fasse du mal à Emily. Pourtant, les enquêteurs avaient récupéré des échanges où Matthew et Kayla semblaient convenir d'un plan précis, utilisant un langage codé, comme s'ils dissimulaient un projet. Matthew affirma alors que Kayla l'avait menacé de révéler leur liaison à Sarah s'il ne l'aidait pas financièrement. Selon lui, Kayla était acculée par des créanciers, et elle se servait de leur relation pour le faire chanter. Il prétendit qu'elle l'avait entraîné malgré lui dans une sorte de combine louche, sans qu'il comprît jusqu'où cela irait. L'inspecteur principal n'était pas dupe. On sentait que Matthew choisissait soigneusement ses mots pour échapper à la responsabilité d'un acte particulièrement grave. Mais sans preuve formelle de la localisation d'Emily, la police ne pouvait le retenir plus longtemps. Ce fut au matin du 6e jour de disparition qu'un événement décisif survint. Une femme, serveuse dans un petit restaurant le long de l'autoroute qui relie Sacramento à Phoenix,
appela la police pour signaler qu'elle avait vu une fillette ressemblant fortement à Emily dans un motel à la sortie de la ville, accompagnée d'une femme plus jeune. Selon la description, la femme n'était pas grande, portait une casquette et semblait nerveuse. Les enquêteurs dépêchèrent une équipe sur place. Hélas, personne ne se trouvait plus dans la chambre signalée. Les agents interrogèrent le personnel, qui confirma la présence récente d'une enfant brune, accompagnée d'une adulte. Un employé se souvenait d'une longue voiture de location, garée devant la chambre. Cette piste ranima l'espoir de tous. Peut-être Emily était-elle vivante, retenue sur la route menant à l'Arizona. Dès lors, l'enquête se concentra sur la possible fuite de Kayla vers l'est. Des points de contrôle routier furent rapidement installés, et tous les motels bon marché des environs furent passés au peigne fin. Des membres d'associations locales consacrées à la protection de l'enfance prêtèrent main forte à la police, distribuant la photographie d'Emily à chaque réceptionniste, gérant ou employé de station-service. La tension grimpa encore d'un cran lorsqu'un conducteur de camion signala avoir vu une femme blonde et une petite fille qui pleurait, au bord d'une aire de repos isolée. Il pensa qu'il s'agissait d'un simple caprice, mais reconnut plus tard le visage d'Emily sur les affiches diffusées par les médias. Au même moment, Sarah Thompson passait ses journées au commissariat, guettant le moindre indice, rencontrant parfois des psychologues spécialisés dans les disparitions d'enfants. Elle tentait de comprendre comment une personne de confiance, qu'elle considérait comme sa meilleure amie, pouvait se trouver impliquée. Les enquêteurs partageaient avec elle et Matthew les soupçons grandissants. Plus personne ne doutait que Kayla se soit enfuie en emmenant Emily. Restait à déterminer les motivations exactes et la place de Matthew dans cette machination. Matthew reconnaissait désormais un lien intime avec Kayla, mais n'admettait pas avoir participé au kidnapping. Il conservait un discours évasif. Il aimait, soi-disant, sa fille plus que tout, et n'aurait jamais consenti à un tel acte. Mais il fut noté que, dans la semaine qui précéda l'enlèvement, Matthew effectua plusieurs retraits bancaires importants, en liquide, pour un montant cumulant quelques milliers de dollars. Il prétendit que cet argent était destiné à l'achat de pièces automobiles d'occasion, sans fournir de facture ni de justificatif. La police devint convaincue que Kayla et Matthew avaient fomenté un scénario sordide pour soutirer de l'argent à Sarah ou à d'autres personnes. Mais la suite des opérations montra que la réalité dépassait cette hypothèse initiale. Au 9e jour d'investigation, des éléments plus concrets surgirent. Les enquêteurs parvinrent à localiser l'origine du fameux numéro inconnu qui avait tenté à plusieurs reprises d'appeler Sarah. Le signal provenait d'un vieux téléphone prépayé, acheté dans une supérette à la périphérie de Sacramento. En recoupant les caméras de la supérette et les relevés, on identifia Kayla en train de payer en espèces le fameux téléphone. De plus, la gérante de la supérette se souvenait d'avoir trouvé étrange que Kayla prenne soin de mettre un foulard et des lunettes de soleil pour passer en caisse, alors qu'il faisait presque nuit. De ce fait, l'inspecteur principal put affirmer que Kayla préparait un coup depuis un certain temps, probablement en complicité partielle avec Matthew. Mais à quoi servaient ces appels silencieux sur le téléphone de Sarah? On envisagea la possibilité d'une manœuvre d'intimidation ou d'un plan visant à faire paniquer Sarah sans qu'elle pût identifier le harceleur. Peut-être voulait-il s'assurer que la mère d'Emily soit suffisamment apeurée pour céder à une demande de rançon. Toutefois, cette demande ne vint jamais. On commença alors à spéculer que le plan avait déraillé. Kayla, prise de peur, aurait coupé les ponts et décidé de fuir avec la petite, tandis que Matthew, resté sur place, jouait l'innocent. Vers le 12e jour, au détour d'une vérification systématique, la police mit la main sur un élément crucial. L'enquête forensique dans le garage de Matthew, qui avait déjà examiné certains outils et recoins, fut approfondie lorsqu'un officier nota la présence d'un sac contenant divers objets d'enfants, un livre de coloriage, un gobelet en plastique rose et,
plus dérangeant, un petit vêtement qui semblait être un pyjama d'Emily. Les enquêteurs interrogèrent Matthew sur ces découvertes. Il prétendit que c'était un ancien sac oublié là, qu'Emily l'avait laissé durant une journée passée avec lui dans le garage. Mais le pyjama semblait récent, et surtout taché d'une substance indéterminée. Les analyses mirent en évidence la présence de sédiments comparables à ceux qu'on pouvait trouver dans le coffre d'une voiture mal nettoyée. Le soupçon se renforça. Emily avait été emmenée sans doute dans le véhicule de son père, ou de Kayla. Cette découverte était un nouveau coup porté à la crédibilité de Matthew. Les détectives pressèrent Sarah de les laisser fouiller tous les véhicules de la famille, ce qu'elle accepta, à la fois désespérée et incrédule. Ils procédèrent aussi à l'analyse des échanges de SMS supprimés entre Kayla et Matthew et retrouvèrent des messages plus explicites encore, évoquant des difficultés financières communes, un plan d'avenir et la mention d'une somme qu'on se partagera. Le puzzle commençait à prendre forme. Il désirait mettre en scène un faux enlèvement afin de soutirer à Sarah l'argent qu'elle avait hérité de son père malade et que Kayla comptait probablement utiliser pour fuir ses créanciers. Mais quelque chose avait assurément tourné mal. Au 14e jour, la police reçut un appel déterminant. Un employé d'un motel situé près de la frontière de l'Arizona venait de reconnaître une fillette ressemblant à Emily. Il expliqua qu'elle ne semblait pas en détresse, mais qu'elle paraissait plutôt craintive, parlant peu. Il l'avait vue dans le couloir, accompagnée d'une femme portant une longue veste et un chapeau. Il crut d'abord que c'était une simple mère et sa fille en vacances, mais l'attitude pressée de la femme l'inquiéta. Lorsqu'il découvrit plus tard dans les nouvelles la photo de la fillette disparue, il appela immédiatement les autorités. Une patrouille de la police locale se rendit sur place le plus vite possible. Elles fouillèrent, chambre par chambre, interrogeant les voyageurs, sans trouver la femme ni l'enfant. Toutefois, la directrice de l'établissement confirma que la chambre 207 avait été occupée la veille par une femme qui avait payé en liquide et disparu au petit matin. Sur le lit, on découvrit des emballages de friandises et un dessin d'enfant représentant une maison et un petit chien, avec le nom « Emily » griffonné. Conscient de l'urgence, l'inspecteur principal coordonna aussitôt une alerte multirégionale, communiquant la photo de Kayla sous plusieurs angles, ainsi que la description de sa voiture. Un modèle gris qu'elle aurait loué sous un faux nom. Des barrages ponctuels se mirent en place sur plusieurs axes, menant à l'Arizona, au Nevada et même plus au nord. Pendant ce temps, Sarah, déchirée par l'angoisse, commençait à entrevoir l'ampleur de la trahison. Matthew, lui, persistait dans ses dénégations. Il maintenait que Kayla était la seule responsable et que s'il avait commis l'erreur de la couvrir, c'était uniquement pour protéger sa fille. Les inspecteurs restèrent méfiants. Ils avaient besoin de la preuve irréfutable que Matthew se préparait à s'enfuir, ou au contraire qu'il était piégé par Kayla. Or, un soir, une voisine déclara avoir vu Matthew charger des sacs dans sa voiture, comme s'il partait en voyage. Interpellé dans la foulée, il prétendit qu'il voulait simplement se rendre au domicile d'un ami. Sur un coup de pression, les policiers trouvèrent dans l'un de ses sacs quelques vêtements d'enfant, un flacon de médicaments et plusieurs centaines de dollars en liquide. Tout indiquait qu'il s'apprêtait lui aussi à partir, probablement pour retrouver Kayla. La police le plaqua alors en garde à vue temporaire, le temps d'élucider la situation. Sarah, abasourdie, assista à cette scène sans dire un mot, le regard plein de larmes et de colère. Pendant ce temps, à la frontière de l'Arizona, un agent de la patrouille autoroutière, effectuant une vérification de routine sur un véhicule suspect, tomba sur une femme correspondant assez précisément à la description de Kayla. Saisie par la panique, elle tenta d'abord de produire une fausse carte d'identité. Les officiers remarquèrent qu'elle ne voyageait pas seule. Une petite fille se trouvait sur la banquette arrière. Il fallut quelques secondes pour que les officiers comprennent qu'ils avaient devant eux
la fillette recherchée dans l'affaire Thompson. Kayla, prise au dépourvu, ne résista pas longtemps. Emily, bouleversée, fut rapidement confiée à la protection de l'enfance, puis ramenée dans un poste local pour être interrogée avec douceur par un psychologue formé aux questions d'enlèvement. Ce fut un moment extrêmement émouvant lorsque la police confirma que la petite était en bonne santé, juste stressée et silencieuse. Kayla fut immédiatement placée en détention. L'agence locale contacta aussitôt l'inspecteur principal à Sacramento, qui s'empressa de prendre un vol vers la frontière afin de récupérer la fillette et d'entendre la version de Kayla. Une fois sous les verrous, Kayla lâcha les bribes d'aveu qui allaient permettre de reconstituer l'intégralité du plan. Elle raconta qu'elle s'était lourdement endettée auprès d'individus peu recommandables et que, dans sa détresse, elle avait sollicité l'aide de Matthew. Lui-même avait alors envisagé de mettre en scène un faux enlèvement, dans l'idée d'obtenir de Sarah une importante somme d'argent, censée provenir d'un fonds familial qu'elle gérait depuis que son père malade l'aidait régulièrement. Kayla assura que c'était Matthew qui avait eu l'idée d'utiliser Emily pour faire pression. Selon elle, la situation avait mal tourné parce qu'il lui avait finalement demandé de se débarrasser de l'enfant plus longtemps que prévu, craignant que Sarah ne découvre leur liaison et que tout leur rapport n'explose. Kayla prétendit qu'elle s'était enfuie dans la crainte d'être elle-même piégée. Elle déclara avoir toujours veillé à ce qu'Emily soit nourrie, bien traitée, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. Elle affirma même que Matthew devait la rejoindre pour fuir ensemble et commencer une nouvelle vie, loin de leurs dettes et de leurs ennuis. Cette version, cependant, différait radicalement des propos de Matthew, qui se présentait comme la victime d'un chantage. Emily, de son côté, fut assez réticente à parler longuement de ce qu'il s'était passé. Elle reconnut que Kayla l'avait emmenée en voiture pour jouer un soir, en lui promettant qu'elles iraient ainsi voir un nouveau parc d'attractions. Emily n'avait pas vraiment compris que sa mère n'était pas au courant. Kayla l'avait conduite dans une chambre de motel, où elle lui avait donné à manger et lui avait apporté quelques jouets. Pour la fillette, les premiers jours avaient ressemblé à une sorte d'aventure étrange, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle ne pouvait pas appeler sa mère. C'est là qu'elle avait commencé à pleurer et à demander à rentrer, ce qui avait inquiété Kayla. Les enquêteurs crurent aisément qu'Emily ne portait pas de traces de sévices ou de maltraitance, ce que confirmèrent les médecins. Malgré tout, la pauvre petite avait subi une forte angoisse, se trouvant séparée de son foyer. Lorsqu'on apprit la bonne nouvelle à Sarah, elle s'effondra de soulagement, puis céda à une colère immense contre Matthew. Les détectives confirmèrent que les aveux de Kayla convergeaient avec certaines preuves matérielles. Matthew, confronté à ces éléments, tenta de minimiser son rôle, arguant qu'il avait simplement cédé au chantage de Kayla. Mais les messages retrouvés dans son téléphone, ainsi que les témoignages sur les retraits bancaires et les préparatifs de fuite, l'accablaient. Il fut formellement mis en examen pour enlèvement, complicité et tentative d'extorsion. Kayla, quant à elle, se voyait retenue pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs. Tous deux furent extradés vers Sacramento afin d'y être jugés. Emily, sous la garde protectrice de services d'enquêtes sociaux et de psychologues, put finalement retrouver sa mère après un court séjour médical. Sarah la serra longuement dans ses bras, devant les objectifs des caméras de télévision locales. La communauté entière célébra le retour de la petite princesse, vivante et indemne, tandis que Matthew et Kayla se dirigeaient vers un avenir judiciaire incertain. Le procès n'eut lieu que quelques mois plus tard, la machine judiciaire américaine prenant le temps de rassembler les dossiers. Le procureur, aidé d'une équipe d'assistants consciencieux, dressa un acte d'accusation conséquent, à la fois contre Kayla et Matthew. Les chefs d'accusation comprenaient l'enlèvement d'un mineur, la conspiration en vue de commettre un crime et la tentative de chantage. Sarah, représentée par un avocat pro bono, vivait cette phase de préparation du procès comme une épreuve,
contrainte de replonger dans les détails atroces de la disparition de sa fille. Lors des audiences, elle aperçut Kayla, menottée, cheveux attachés, le regard triste, prétendre une nouvelle fois qu'elle avait agi sous la contrainte de Matthew. Le procureur la confronta à ses propres échanges de SMS et à ses incohérences. Elle dut admettre avoir été l'instigatrice de certains gestes. Matthew, dans le box des accusés, prétendit encore qu'il s'était fait manipuler. Les avocats de la défense essayaient de minimiser les faits, argumentant que la fillette n'avait pas subi de violence physique et qu'il n'y avait pas eu de demande de rançon concrète. Mais le juge et le jury, émus par les témoignages, notamment celui de Sarah et des enquêteurs, virent clair dans le jeu des deux inculpés. Le témoignage d'Emily lui-même, recueilli sous forme d'entretien dans un cadre adapté, pesa énormément. La fillette, accompagnée d'un psychologue, expliqua qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père l'avait laissée partir avec Kayla. Pourquoi on lui disait qu'elle reverrait bientôt sa maman alors que les jours s'écoulaient. Son récit, même confus, retraça la peur qu'elle avait ressentie en étant transportée d'un motel à un autre, en posant des questions sans réponse. Lorsque l'accusation souligna que Kayla avait volontairement menti à l'enfant pour la garder dans l'ignorance, le jury ne resta pas insensible. L'avocat de Kayla insista pour dépeindre Matthew comme le vrai cerveau, soulignant le lien affectif qui les unissait, prétendant qu'il était manipulateur, que Kayla n'était qu'une complice paniquée. L'avocat de Matthew, en miroir, affirma que sa liaison avec Kayla était purement sentimentale et qu'il ignorait ce qu'elle préparait vraiment. Ce jeu de ping-pong ne réussit pas à convaincre le jury. Les preuves techniques, comme les relevés bancaires, les messages, la vidéo du magasin de bricolage, tissaient un tableau clair d'une complicité active. Le procès dura plusieurs semaines, au rythme des témoignages, des expertises psychologiques et des interventions de la défense. Le procureur, dans son réquisitoire final, mit en avant la cruauté morale de ce prétendu faux enlèvement qui mettait en danger la vie et la santé mentale d'un enfant. Il expliqua que, si Kayla et Matthew avaient réellement voulu simuler un enlèvement, il y avait toujours un risque de dérapage dramatique. De plus, le plan n'avait pas été avoué à Sarah, qui avait subi un choc émotionnel intense et dépensé beaucoup d'énergie à rechercher sa fille. Tout cela plaidait pour une condamnation sévère. Finalement, le jury délibéra pendant près de 2 jours. À l'issue des débats, il jugea Kayla et Matthew coupables d'enlèvement au 1er degré, de tentative d'extorsion et d'autres chefs secondaires liés à la falsification des preuves et à l'obstruction à la justice. La sentence tomba peu après. De longues peines d'emprisonnement pour chacun, avec la possibilité d'une libération conditionnelle au bout de plusieurs années, sous conditions strictes. Kayla fondit en larmes en apprenant le verdict, tandis que Matthew se murait dans un silence amer. Devant le tribunal, Sarah, accompagnée d'Emily, reçut le soutien de proches voisins, tous soulagés de l'avoir enfin libérée de ce cauchemar. Les répercussions de cette affaire furent considérables, tant pour la famille Thompson que pour la communauté de Sacramento. Sarah entama une longue thérapie pour surmonter le traumatisme d'avoir été trahie à la fois par son mari et sa meilleure amie. Emily dut également bénéficier d'un suivi psychologique adapté à son jeune âge, pour l'aider à exprimer ses peurs et à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. De nombreuses personnes dans le quartier se dirent choquées et tristes. Comment l'amie la plus proche de Sarah, une personne si chaleureuse, avait-elle pu en arriver à manipuler et enlever une enfant pour de l'argent? Certains voisins témoignèrent de leur culpabilité à n'avoir rien remarqué, à n'avoir pas su lire les signes précurseurs de tension et de détresse au sein de la famille Thompson. Les associations locales organisèrent plusieurs réunions publiques pour sensibiliser la population aux dangers qui peuvent se cacher derrière des façades apparemment idéales. On mit en place des cellules d'écoute et de soutien
incitant chacun à prendre au sérieux tout signe d'angoisse chez un voisin ou une amie. Avec le temps, Sarah parvint à se reconstruire peu à peu. Soutenue par quelques amis de confiance, elle entama une procédure de divorce et obtint la garde exclusive d'Emily. Les mois passant, la fillette retrouva sa joie de vivre. Elle reprit le chemin de l'école maternelle, encadrée par des enseignants bienveillants qui l'aidèrent à retrouver un sentiment de sécurité. Emily se lia d'amitié avec de nouveaux camarades et raconta timidement ses souvenirs de voyage en voiture. Elle n'évoquait presque jamais Kayla ni Matthew, et on conseilla à Sarah de la laisser prendre son temps pour digérer les événements. Dans l'ensemble, on se souvint de cette affaire comme d'une trahison atroce. Les médias locaux n'avaient cessé de mettre en avant l'idée qu'une banale histoire de dette et de tentation pouvait pousser certains adultes à franchir la ligne de l'inacceptable. L'opinion publique se passionna pour ce rebondissement familial, stigmatisant en particulier Matthew, jugé irresponsable et manipulateur. Il y eut aussi un courant de sympathie pour Kayla, décrite comme une femme acculée par les créanciers, dominée par ses sentiments pour Matthew et incapable de faire marche arrière. Mais la justice ne se laissa pas influencer par les états d'âme. Les jugements furent prononcés avec une fermeté exemplaire, envoyant un signal clair. L'enlèvement d'enfants, même s'il est soi-disant factice, demeure un crime grave, dont les conséquences psychologiques et morales peuvent s'avérer considérables. Depuis la fin du procès, Sarah se concentra sur l'avenir de sa fille. Elle quitta son ancien poste, trop stressant, et se lança dans une nouvelle carrière, plus compatible avec la présence d'Emily. Petit à petit, les deux réapprirent à vivre sans craindre l'ombre du passé. Pour elle, l'espoir renaquit avec la certitude que la justice avait fait son œuvre et que plus personne ne menacerait leur foyer. Les autorités, elles, continuèrent à utiliser ce cas en guise d'exemple. Elles rappelèrent aux habitants de Sacramento que la plupart des enlèvements de mineurs impliquent souvent des proches et que la vigilance dans le cercle familial ou amical est tout aussi primordiale que la prudence vis-à-vis des inconnus. Quant à Matthew et Kayla, ils demeurent incarcérés dans 2 établissements pénitentiaires distincts, purgeant leurs peines respectives. Au fil du temps, ils ont formé des recours, tenté d'alléger leur condamnation. Kayla, apparemment pleine de remords, aurait adressé une lettre à Sarah pour demander son pardon, disant qu'elle n'avait jamais voulu faire souffrir Emily. Matthew, lui, continua d'affirmer qu'il n'avait rien orchestré, mais les preuves et l'arrêt du jury étaient accablants. De rares proches qui allèrent leur rendre visite rapportèrent des sentiments mêlés de regret et de rage. Nul ne sait ce qu'ils feront lorsqu'ils recouvreront leur liberté conditionnelle, ni s'ils cesseront de s'accuser mutuellement. Mais pour la petite Emily, ces détails n'ont plus d'importance. Ce qu'elle retient, c'est qu'elle est enfin en sécurité aux côtés de sa mère. Aujourd'hui, en repensant à cette affaire, je ressens encore de la tristesse mêlée de soulagement. Tristesse, parce qu'un enfant a été instrumentalisé pour satisfaire les ambitions égoïstes des adultes. Soulagement, parce que la justice a finalement triomphé et que cette petite fille a retrouvé le sourire. Je suis heureuse d'avoir pu partager cette affaire avec vous, car elle rappelle qu'il est indispensable de rester attentif à ce qui se passe autour de nous, même lorsque tout semble paisible. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. C'est un épisode qui illustre la façon dont un drame peut survenir, sans crier gare, et combien le soutien des proches et de la communauté est précieux pour en surmonter les épreuves. D'autres enquêtes tout aussi passionnantes vous attendent ici. Je vous invite à poursuivre votre visite sur la chaîne pour en découvrir davantage. J'ai préparé plusieurs vidéos qui explorent d'autres cas troublants et méconnus afin de continuer à nourrir votre curiosité. Enfin, sachez que je tiens à rester aux côtés de tous ceux que la passion pour les faits réels habite. Votre intérêt et votre confiance me sont infiniment précieux.